La Belle Comédie Production, vos événements ont du talent. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'émission Backstage. On se retrouve à nouveau cette semaine pour un nouveau numéro consacré au Festival L'Air d'en Rire, le festival d'humour qui revient chaque année en Vendée et qui permet d'accueillir 6 jeunes artistes qui sont là pour un week-end sur le festival. Et dans le cadre de cette émission, j'ai le plaisir de vous faire découvrir et nous allons rencontrer ensemble Stéphanie Machard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien et toi ? Bien, ça va très bien, je te remercie. Bienvenue en Vendée. Je crois que la Vendée, c'est une région, enfin l'Ouest, c'est une région que tu connais déjà un petit peu. Ouais, c'est une région que j'affectionne beaucoup parce que ma compagne est originaire d'ici, donc on y vient très souvent, à la fois pour la famille ou pour jouer, pour faire du stand-up ici. Eh bien, on est ravis de t'accueillir à nouveau sur le festival L'Air d'en Rire. On va profiter de cette émission pour te connaître davantage. Et bien souvent, la question qui revient au début de ces émissions, c'est de connaître un petit peu ton parcours, d'où tu viens, et de nous dire ce qui t'a amené jusqu'à la scène aujourd'hui. D'accord, très bien. Alors moi, je viens de Lille, voilà. Je suis originaire du Nord. J'ai commencé la scène il y a 8 ans à peu près. J'étais jamais montée sur scène. Et puis un jour, j'ai eu une rupture amoureuse. Je me suis mise à écrire des blagues. Un mois après, je suis montée sur scène et j'ai plus jamais arrêté. Voilà, j'ai écrit des blagues un peu toute seule pendant une année. Et puis ensuite, j'ai découvert qu'il y avait l'École nationale de l'humour de Montréal. J'ai candidaté en me disant tiens, pourquoi pas. J'ai passé la première étape, puis la deuxième, et je suis partie pendant 2 ans me former au Canada. Voilà. Ça, c'est une sacrée étape. C'est pas commun non plus chez tous les humoristes. Oui. Donc, vraiment 2 années focus sur le travail autour de la scène. Exactement. Donc, gros travail d'introspection, des cours d'improvisation, de parole, des cours d'écriture. On a eu même une tournée qu'on a pu faire. On a été accompagnés. Donc, c'est vraiment une expérience très enrichissante. Ça m'a aidé à prendre du recul et à bien comprendre les tenants et les aboutissants du métier. Et puis après, quand je suis rentrée, à l'issue de mon diplôme, il y a eu le Covid, donc on a été bloqués pendant quelques mois, comme tout le monde. Et puis une fois que ça a redémarré, je me suis remise à travailler sur le sujet jusqu'à sortir mon spectacle l'année dernière, qui s'appelle Entre deux, et que je suis en train de tourner un petit peu partout en France. Voilà. Alors cette étape, ces 2 ans passés au Québec, tu avais déjà entamé une carrière professionnelle auparavant, suite à des études, non ? Alors pas du tout. Alors moi, il faut savoir que j'ai 2 vies professionnelles. Je travaille la journée, je suis DRH dans une entreprise, et le soir, je monte sur scène. Donc j'ai 2 vies qui sont totalement opposées, mais que finalement j'ai su raccrocher, parce qu'en fait, le cœur de mon spectacle aujourd'hui, c'est le monde de l'entreprise. C'est les collègues qu'on a tous, c'est la vie de l'entreprise qu'on mène tous. Et du coup, c'est plutôt de l'humour d'observation, de l'humour du quotidien, mais dans le monde de l'entreprise, qui a plutôt tendance à pas mal résonner chez les gens, parce qu'on travaille tous et on a tous finalement des collègues assez similaires. On vit à peu près tous la même chose. Voilà. Donc tu fais 2 années d'école, tu reviens, tu continues à écrire. Et je continue de travailler la journée. Voilà. Et tu es basée à Lille. À Lille. Voilà. Donc Lille, on a parlé dans d'autres émissions qu'il y avait Lyon, une très forte place d'humour avec les cafés-théâtres, Paris évidemment. Oui. Mais Lille, on est plutôt pas mal aussi entre les scènes cafés-théâtres, les festivals, beaucoup de festivals aussi et beaucoup de salles. Ouais. Alors beaucoup de salles, une belle salle qui est le Spotlight de Lille, qui est très connue. Oui. Beaucoup de grands artistes y passent. Et puis aussi, on a la chance d'avoir depuis 3 ans maintenant le festival de Montreux qui vient sur Lille, qui s'appelle le Festival de l'Hilarius, auquel j'ai eu la chance de participer aussi 3 années de suite. Et c'est vrai que ça a donné beaucoup de visibilité à l'humour, en tout cas sur notre ville, et ça répond beaucoup dans la région. C'est-à-dire que les gens ils sont contents. L'Hilarius, ça fait salle comble tous les ans, ils rajoutent des dates. Ça répond bien, et comme on dit, le public du Nord, et ça je le pense vraiment, c'est probablement le public le plus chaleureux de France dans l'accueil qu'on peut recevoir.
Donc c'est un bon territoire pour démarrer. C'est un très bon territoire tu pour démarrer. Tu joues également sur Paris. Voilà, tu expérimentes le public parisien. Exactement, c'est même une de mes cibles principales. Voilà, je joue mon spectacle sur des dates exceptionnelles au point virgule. J'ai fait toute une saison en résidence cet été. Et puis l'objectif, c'est d'être en résidence à l'année dans cette belle salle du point virgule. Et puis effectivement, j'essaye aussi d'aller dans les différents comedy clubs pour voir si mon humour résonne aussi là-bas, comment il est accueilli, ce qu'il faut potentiellement ou pas ajuster. Mais j'aime beaucoup aller à Paris. Et professionnellement, il y a un objectif d'avancer encore. Oui. Quelles sont tes prochaines étapes? C'est-à-dire, quels sont les paramètres, les facteurs qui peuvent te permettre d'avancer, que ce soit dans comment tu t'entoures professionnellement Ouais, alors moi, mes objectifs pour encore plus professionnaliser le chemin, c'est d'abord d'avoir un spectacle de plus en plus solide. On fait focus d'abord sur le spectacle. Le spectacle, voilà, que j'affectionne, qu'on travaille de semaine en semaine pour qu'il soit vraiment à l'image de là où on veut l'amener. Tu es accompagnée sur la mise en scène? Je suis accompagnée sur l'écriture. Sur l'écriture. Voilà, avec ma compagne, et qui est également graphiste web designer et qui m'accompagne également sur toute la partie graphique et communication. Donc là, l'idée, c'est d'avoir vraiment un très beau spectacle qu'on écrit ensemble, le jouer un maximum. C'est vraiment mon objectif, partout en France, le challenger partout. Je fais toutes les villes que je peux faire, tous les lieux qui m'accueillent, je viens. Donc voilà, je passe un message, s'il y a des lieux qui veuillent m'accueillir, je viendrai avec grand plaisir. On est sur des jauges qui vont de... On est généralement sur des salles de 100, 150 à peu près. Oui. Voilà. Et aussi, du coup, l'objectif également, c'est de continuer à gagner de la visibilité, à la fois par tous les leviers qui peuvent exister, mais notamment beaucoup par les réseaux sociaux. J'ai une communauté qui grandit, qui s'agrandit, que je travaille énormément. Je fais beaucoup de vidéos. Voilà, quel axe tu as choisi? Parce que c'est encore un autre... C'est d'autres créations. Exactement. C'est pas la scène. Ouais. Et donc, on peut être très à l'aise sur scène, mais moins sur les réseaux sociaux. Toi, aujourd'hui, comment tu travailles ces réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est des face-cam, généralement dans ma voiture, en partant au travail le matin et en racontant un peu la vie de l'entreprise. Et donc, c'est beaucoup de situations où les gens se retrouvent. Et donc, ça se partage entre collègues et ça crée l'effet boule de neige. Et du coup, j'ai une communauté et beaucoup de gens qui viennent dans mes salles de spectacle sont des gens qui me suivent sur les réseaux. Alors, pour les gens qui nous regardent, ça parle peut-être pas beaucoup, la puissance des réseaux sociaux. On parle en nombre de followers, par exemple. Ouais. Alors, je ne sais pas où tu en es, mais comment ça se retraduit? Comment on sent cette montée en puissance? Au plus tu as d'abonnés. Ça, c'est vraiment le curseur. Là, moi, je m'approche sur Instagram des 60 000. Voilà, quand tu seras... Ça commence à être pas mal, ça? Ça commence à être pas mal. On veut plus parce que, du coup, ça permettra d'avoir des salles encore plus complètes. Et puis sur TikTok, je vais être autour des 22 000, 23 000. Mais l'idée, c'est de créer un lien entre moi et le public virtuel, où en fait, il s'attache à moi, et puis qu'à un moment donné, il se dit tiens, j'ai envie de la rencontrer en vrai et de voir ce qu'elle vaut sur scène. Donc là, on fait une tournée où on vise les grandes villes. On vise les grandes villes. Ça favorise le fait d'attirer ce public qui te suit. On te suit sur tes réseaux, en fait. Exactement. On retrouve toute la tournée. Ouais, toute la tournée, et puis elle s'agrémente au fur et à mesure. Là, on va annoncer les nouvelles dates de 2026 qui vont être nombreuses. Donc sur les réseaux sociaux, sur Instagram, il y a le lien, tout est là. N'hésitez pas à me suivre et à venir. Voilà. Ce que je te propose et ce que je propose à nos téléspectateurs, c'est de découvrir ton univers et ton passage, un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Merci Stéphanie pour ce moment partagé. J'espère te retrouver bientôt en Vendée, sur les salles vendéennes. Je te souhaite une belle continuation et on va regarder un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Je te dis à très bientôt. Et pour les téléspectateurs, ne quittez pas votre canapé pour découvrir Stéphanie Machard. Et surtout, on se retrouve juste après pour la seconde partie de l'émission avec un nouvel artiste. À tout de suite. Alors que nous, pendant ce temps-là, avec Monique, on a fait une autre formation incroyable. On a fait une formation sur l'écologie. Pendant 2 jours, dites-vous, on a revu tous les concepts pour sauver la planète. C'était super. Et là, la semaine dernière, Monique, elle arrive. Elle me dit, Stéphanie, elle me dit, je suis trop contente. Elle dit, depuis la formation, j'ai changé plein de choses. Elle dit, tu vois, elle dit, ce matin, elle dit, je suis venue en covoiturage. Je sais bien, Monique, j'étais venue avec qui? Elle me dit, avec mon mari. Il m'a déposé, puis il est rentré à la maison. Je lui dis, c'est pas ça, Monique, le covoiturage, hein. Elle me dit, attends, c'est pas tout. Depuis que je sais que faire pipi sous la douche, c'est écolo, maintenant, dès que j'ai envie de faire pipi, je prends une douche.
elle a rien compris au concept, les amis, ok? Ah, du coup, je l'ai envoyé voir le responsable de l'écologie. Vous savez ce que c'est ou pas? Non? C'est un mec de gauche avec un salaire de droite. Le responsable de l'écologie, c'est un nouveau métier. T'as ça dans toutes les grosses entreprises. C'est pour justifier que ta boîte, elle est écolo. C'est mon boss, il arrive, il dit « Eh, je pollue pas, j'ai un responsable de l'écologie. » C'est comme quand tu dis « Eh, je suis pas raciste, j'ai un ami noir. » Et si ton responsable de l'écologie, il est noir, bah alors là, c'est coup double, hein. De retour sur l'émission Backstage, sur ce numéro spécial Festival L'Air d'en Rire, notre second artiste de l'émission, nous l'accueillons tout de suite, c'est Freddy Walls. Bonjour Freddy. Bonjour Stéphane, ça va bien? Ça va très très bien et toi? Ça va super. Bienvenue sur le Festival L'Air d'en Rire, bienvenue à Saint-Denis-HEAS dans cette médiathèque que sans doute que tu ne connaissais pas. Je ne connaissais pas la médiathèque, je connaissais la ville parce que j'ai des amis qui habitent pas loin, parce que je suis un petit peu local. D'accord, tu nous viens d'où Freddy? Je viens de Valette. Ah effectivement, en voisin. En voisin. Super, et tu avais déjà entendu parler du Festival L'Air d'en Rire? Oui, parce que j'ai une amie qui a joué un petit peu avec Élodie Pou à la compagnie, et je savais qu'Élodie était venue ici, donc c'est le Graal de pouvoir venir ici. Raconte-nous cette aventure que tu vis depuis combien de temps maintenant, cette aventure sur scène? Depuis 8 ans. 8 ans. Ça veut dire qu'avant, tu faisais quoi? Alors avant, j'étais directeur d'établissement de nuit, j'étais disc jockey. Ok. Et je décide un jour, à 50 ans, je décide de démissionner de mes postes et je dis à ma femme, je vais écrire un one-man show. Elle me regarde avec des yeux comme ça, elle me dit OK, et je dis c'est parti. Donc après, je suis parti sur les scènes ouvertes nantaises et c'est là que je croise 2-3 personnes, dont Régine qui s'occupait des scènes à Nantes et je commence à en faire 1, 2, 3. C'est là où tu prends les premières gifles, tu crois que t'es drôle, puis t'es pas drôle en fait. Donc ta femme t'a soutenu dans cette aventure, et tes enfants aussi, puisque tu disais qu'ils ont même participé à donner ce nom. Le nom, Walls, oui, tout à fait. Ils m'ont dit, tiens, Freddy, Parois, Walls, le mur, très bien. Ok, bon, ça sera Freddy Walls. D'accord, donc tout le monde a participé en fait à cette nouvelle aventure que tu as démarrée à 8 ans. Donc depuis 8 ans aujourd'hui... il s'est passé plein de choses en fait. Déjà, j'ai avalé les scènes ouvertes nantaises. Après, j'ai eu la chance de pouvoir être repéré pour 2-3 festivals, dont celui-là, mais ça faisait longtemps que j'attendais. Il y a plusieurs festivals à Rindel. Après, je suis parti à Vannes. J'ai fait des scènes ouvertes dans des petits bars. Et puis, j'ai commencé réellement il y a 5 ans, où j'ai loué ma propre salle à Bonne-Garde, à Nantes, et où on fait 280 places. Pour ma première de 50 ans, 3 enfants. Et là, c'est juste le rêve absolu. Tu te dis, il se passe quelque chose, c'est super. On commence à parler de toi un peu dans la presse. On te dit, c'est super, ce que vous faites, c'est pas mal. Et là, tu te dis, ok, donc la scène ouverte, c'est plutôt sympa, ça m'a bien servi. Et puis après, ça avance. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça monte et ça descend, en fait, ce métier-là. Parce que tu fais une scène, tu te dis... c'est vraiment trop bien, il y a plein de monde. Et puis après, tu fais une petite tournée des campings. Cette année, je me suis retrouvé à faire les campings. C'est une autre façon de voir les choses. Tu abordes pas le public de la même façon. Et j'ai kiffé. D'accord. En fait, c'est de l'expérience que tu prends un peu carrément. partout. Tu t'interdis rien aujourd'hui pour engranger de l'expérience. C'est ça. Et donc, tu te confrontes, c'est pas vraiment le mot, mais je veux dire, tu rentres dans cet univers avec d'autres artistes que tu côtoies tu découvres pleinement cet univers de l'humour. Comment aujourd'hui, toi, tu te sens dans ce monde-là avec les autres par rapport à ce que tu présentes et par rapport à ton expérience déjà vécue professionnelle, quoi. Aujourd'hui, c'est vraiment génial. Il y a eu toute une période où c'était très compliqué, parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, ça reste très dur en fait. J'ai vu des petites guéguerres, même sur des scènes ouvertes, qui passent le premier et tout. Tu te dis, mais les gars, on est là pour s'amuser en fait. Et plus ça va, plus tu le prends un petit peu avec du recul. Moi, je suis très observateur, donc je regarde comment faisaient les autres, en me disant, lui, il est bon. Hein. Donc s'il fait comme ça, c'est qu'il y a une raison. Et puis, je vais voir les grands... sur scène que j'adore, donc je vais à la Cité, à Nantes, je vais au Zénith quand je peux, et
tu es admiratif et tu apprends de ça. Mais on apprend, je trouve, à tous les niveaux, en fait. Et j'aimerais bien, d'ailleurs, pouvoir échanger et donner des conseils à ceux qui commencent, parce que c'est pas simple, en fait, au départ. Tu te dis, oh là là, il y a ça à faire, ouais, mais il y a les photos, ouais, mais il y a l'affiche, ouais, mais comment on fait? Par où on commence? C'est ça. Et on a besoin d'ailleurs de personnes comme toi qui guident au départ, parce que notre première rencontre se fait au balcon à Cholet, où on joue. Et l'échange, il est super parce que tu dis, ah bah tiens, tu devrais peut-être faire ça, ou peut-être mettre ça comme ça. Et toi, tu rentres chez toi le soir avec ça sous le bras et tu dis, ah, il a raison. C'est pas mal. On ne sait jamais si on a raison, mais l'idée, c'est que tu t'es nourri d'une remarque, d'une réflexion, d'un conseil. C'est ça. Et inversement, tu en donnes aux autres. C'est ça j'aime beaucoup la richesse. Ouais, j'aime beaucoup ce côté échange avec les autres. C'est pas toujours évident, mais j'aime beaucoup ça. En disant, bah, tiens, je peux t'aider là-dessus. Bah, j'ai fait ça l'autre jour, j'ai pris une pelle. C'était pas terrible, je le referai pas. Je préfère faire comme ça ou comme ça, en étant plus simple. Ton spectacle aujourd'hui, tu l'as nommé 50 ans, 3 enfants. 50 ans, 3 enfants. Ouais. Tu peux nous dire en quelques mots ce qu'on peut y retrouver dans ce spectacle, même si on a une petite idée. 50 ans, 3 enfants, c'est l'histoire d'un gars de 50 ans avec 3 enfants et un petit dernier. C'est-à-dire qui a vécu, ses ados ont grandi, et puis tu as 50 ans, donc tu es confronté aux applications sur ton téléphone où tu comprends que dalle, où tes enfants vont plus vite que toi. Tes enfants comparent les jeux qu'ils avaient par rapport à toi. Ils disent, bah, tu jouais à quoi, papa, quand tu étais petit? Bah, moi, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de console vidéo. Donc, je parle de tout ça. Je parle de la famille recomposée. Parce qu'à un moment... Et puis, bah, de la jeune femme avec qui tu es, qui, elle, veut un enfant. Mais toi, t'en veux pas, en fait. Parce que toi, tu avais déjà bien géré ta vie avec tes 2 ados, qui étaient loin, en fait, bien partis. Tu étais tranquille chez toi. Et puis, bah, une jeune femme, ça t'a un peu à l'usure. Hein. C'est ce que je dis dans mon spectacle. Elle m'a eu à l'usure et un petit peu à la nuisette. Mais bon... Et donc voilà, donc je raconte ça avec cette évolution pour expliquer aux gens qu'à la fin, on était quand même pas mal à l'époque. On dit que, je dirais, toutes les nouveautés nous changent la vie. Et moi, je dis qu'on était pas mal avec les cassettes VHF et les annuaires. Et quand je dis ça aux ados, ils me regardent avec 2 grands yeux. Je dis, bah voilà, 2 minutes d'intervention, 2 mots que vous n'avez pas compris, que vous ne savez pas ce que c'est. Cassette VHS, annuaire. Et ça se vérifie tous les soirs. Si je leur parle de Walkman ou de trucs comme ça, ils me regardent avec des yeux comme ça. Ils disent, c'est quoi un Walkman? Donc c'est ça. Ton spectacle, tu commences à le tourner un petit peu partout. Tu recherches des dates. Quelle va être la suite de ton projet aujourd'hui? Qu'est-ce que tu recherches? Alors, en fait, aujourd'hui, le fait de participer à des tremplins, à des galas comme ça, c'est de rencontrer des tourneurs ou des directeurs de salles. Le top, c'est de pouvoir aller jouer dans du 50, du 100, du 200, du 400 places. En fait, c'est ça le rêve. Enfin, l'aboutissement, il est là. Parce qu'on a beau dire, les réseaux, on essaye tous, tous autour de moi, les différents humoristes. On dit, bah, tiens, il y a les réseaux, c'est vachement important et tout. Moi, mon vrai kiff, c'est la scène, en fait. Donc, je cherche à aller pouvoir simplement jouer régulièrement dans des salles de 300, de 200, de 100 places. Régulièrement. Je veux aller là. Donc ça se rapproche doucement. Très bien. Je te remercie pour cet échange et je te souhaite de faire plein de scènes, de te revoir en Vendée, bien évidemment. Pour conclure l'émission, je vais te proposer, comme je propose aux téléspectateurs, de voir un extrait de ton passage au Festival L'Air d'en Rire. Ouais. C'est comme ça qu'on va conclure cette émission Backstage. Je te remercie, Freddy, pour cet échange. C'est moi qui te remercie, Stéphane, de ton accueil. À très bientôt. Ouais. Pour terminer cette émission, je vous propose de découvrir le passage de Freddy Walls au Festival L'Air d'en Rire. Quant à moi, je vous dis à l'année prochaine pour des émissions Backstage consacrées à ce festival d'humour en Vendée. À très bientôt. Et les questions des gamins. Mon petit dernier, l'autre jour, il vient me voir, il me fait « Papa, tu jouais à quoi quand t'étais petit ?» Ah, les ados, vous n'êtes pas prêts. Ben, je dis, moi, déjà, quand j'étais petit, j'avais pas de téléphone, j'avais pas d'internet, j'avais pas de wifi, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas de console de jeu. Nous, on jouait à un jeu très dangereux à mon époque, on jouait à sortir dehors. Mais du coup, on se faisait des amis réels.
Ouais, et on avait des jeux complètement différents de ce que vous avez aujourd'hui. Très différents. Nous, pour les garçons, on avait l'album Panini, hein, avec les joueurs de foot, je sais pas si vous vous rappelez. Dans la cour, on échangeait nos images, tu vois. J'ai pas. C'était génial. Tu vois, quand t'arrivais à voir les cuissons du club, ça valait 2 cartes. T'étais là, oh la vache. C'est génial. Tu rentrais le soir, tu posais ta petite image, tu savais que si tu la posais de travers, c'était mort, tu pouvais pas la redécoller. C'est terrible. Les filles, elles jouaient à l'élastique. Elles mettaient une élastique entre 2 chaises. Regarde maintenant les filles de 12-13 ans, l'élastique, elles le mettent plus entre 2 chaises.